Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être aussi nombreux pour ce nouveau rendez-vous du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Depuis presque 17 mois, chaque semaine, nous organisons des ateliers en ligne, des webinaires et des formations gratuites pour les journalistes francophones. Et c'est toujours un plaisir d'honorer cet engagement. J'espère que nous passerons un bon moment ensemble pour décrypter le métier de journaliste, les enjeux de la scolarisation, l'importance de se faire former, comment réussir les concours des écoles de journalisme et aborder également les formations professionnelles adaptées aux journalistes. Ces questions ou ces sujets meubleront nos échanges et pour en parler, notre invité est M. Pierre Savary. Il est directeur général de l'École supérieure de journalisme de Lille. Bonjour, M. Savary. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Savary, vous avez été directeur des études avant de devenir le directeur général de cette école. Vous êtes l'auteur de plusieurs documentaires et ancien rédacteur en chef adjoint à France Bleu Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui organise ce webinaire. Alors, ce forum, qu'est-ce que c'est? C'est un forum du Centre international pour les journalistes, CFJ, qui est basé à Washington, lancé pour apporter notre soutien aux journalistes, leur offrir des ressources, des opportunités et de l'aide pour mieux travailler en cette période de pandémie. Nous avons lancé le forum en 5 langues, donc il existe en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, et nous avons plus de 10 000 journalistes qui participent chaque semaine à nos activités. Alors, si vous êtes journaliste, rejoignez le groupe privé du forum sur Facebook. Je voudrais rappeler que ce webinaire auquel vous participez se veut interactif, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de poser vos questions aux panélistes. Vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct sur Facebook ou dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran si vous nous suivez via Zoom. Monsieur Savary, les deux premières écoles de journalisme en France sont créées à la fin du 19e siècle. Donc, très longtemps, il n'y avait pas à proprement parler d'école, mais il y avait quand même des journalistes. Alors, ma question, c'est de savoir si les compétences requises pour exercer le métier de journalisme sont-elles innées ou s'apprennent-elles dans des écoles? Je pense qu'elles s'apprennent. Je pense qu'elles s'apprennent dans des centres de formation, dans des écoles. J'aime bien, moi, prendre cette image. Vous êtes tous et toutes capables de changer une ampoule quand il y a une ampoule de cassée chez vous. Et pour autant, vous n'êtes pas électricien. Vous êtes capable de changer la roue de votre voiture quand elle est crevée. Vous n'êtes pas mécanicien auto, vous n'êtes pas garagiste. On est tous et toutes capables de raconter ce que l'on vient de voir. Alors, on va le faire avec plus ou moins d'aisance, de talent, mais on est tous capables de raconter ce qu'on vient de voir et de le dire à quelqu'un. On n'est pas pour autant forcément journaliste et c'est un ensemble de techniques, un ensemble de compréhension qui doivent s'acquérir, qui à mon sens s'apprennent et qui permettent de devenir électricien, garagiste ou journaliste tel que je l'évoquais. Bien sûr, il y a des confrères et qui sont d'excellents confrères qui n'ont pas forcément fait d'école de journalisme et qui ont, c'est l'expression qu'on emploie souvent, appris sur le tas. Bien sûr que c'est une possibilité et je ne dis absolument pas que si on n'a pas fait une école de journalisme, on est incapable d'être journaliste. Non, bien sûr, ça n'aurait pas beaucoup de sens et je pense qu'il est très intéressant que ce soit un métier que l'on puisse exercer sans numerus clausus, sans un passage obligé par une grille de formation. Quand un métier est ouvert, ce qui est le cas d'une autre, ça peut permettre d'avoir des gens qui sont de profils, d'origine, d'influences différentes à l'intérieur de la profession et je pense que c'est très bénéfique. Pour autant, je crois aussi vraiment qu'il y a des connaissances qui doivent s'acquérir. Alors, peut-être qu'elles peuvent s'acquérir sur le tas et que certains sont capables d'acquérir beaucoup de connaissances rapidement et sans cadre fixé. Mais je pense vraiment que beaucoup de choses peuvent s'apprendre parce que c'est un métier qui peut s'apprendre, qui a ses règles, son mode de fonctionnement et que cela doit être compris, intégré pour pouvoir ensuite rejoindre la profession. Quelles sont, à votre avis, ces compétences ou ces connaissances qui doivent être apprises à l'école? Je pense qu'il y a deux types de choses pour moi. Il y a
il y a d'abord un socle, on va l'appeler, de compétences et de compréhension que je vais qualifier de technique. Bien évidemment, si vous voulez être journaliste, par exemple, dans l'audiovisuel et manier de l'image, ben, oui, il va falloir des connaissances techniques pour être capable de filmer, de prendre une photo, d'enregistrer. Et voilà, c'est la compréhension de logiciels, c'est la compréhension de matériel. Ça, il y a tout un bloc comme cela oui, encore une fois, je le regroupe derrière le terme de technique. Ça, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Et je pense qu'il y a aussi une méthodologie. Ça s'apprend de recouper des informations, d'aller les chercher, de les contextualiser, de comprendre comment on peut les utiliser ou bien pourquoi on doit attendre avant de les utiliser parce qu'on veut les recouper, parce qu'on a besoin de les mettre en perspective par rapport à quelque chose. Ça, c'est une méthodologie, une manière de faire qui n'est pas technique et qui est beaucoup plus de compréhension. Je pense qu'il faut s'être posé la question sur des cas d'école, sur des cas précis. Est-ce que, oui ou non, je prends la responsabilité, il est important ce mot de responsabilité, est-ce que, oui ou non, je prends la responsabilité de diffuser cette information ? Est-ce que je suis sûr de cette information? Est-ce que si je la livre telle qu'elle, elle va être comprise comme je souhaite qu'elle le soit, comme il faut qu'elle le soit? Ça, c'est des choses qui sont moins techniques, qui sont beaucoup plus de compréhension, de recul et de réflexion sur la diffusion d'une information. Ça, c'est des choses également, c'est un deuxième bloc qui est un peu plus large et je pense un peu plus complexe aussi, évidemment, que le premier et qui doit être bien compris pour pouvoir être journaliste. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des journalistes qui sont entrés dans la profession en ayant été formés sur le tas. Mais pourquoi il est important, M. Savary, de se faire former ou de participer à des écoles de formation? Et je pense que c'est important parce que c'est sur les bancs d'une école qu'on va pouvoir remplir un cahier de brouillon, qu'on va pouvoir s'exercer, qu'on va pouvoir se tromper aussi. Moi, je dis régulièrement à nos étudiants, là, ce que tu as fait, c'est une énorme erreur et tu t'es complètement trompé. Et c'est génial que tu l'aies fait ici. Parce que maintenant, tu viens de le comprendre et on va expliquer pourquoi c'est une erreur, pourquoi il ne fallait pas faire comme ça. Je vous prie de croire que voilà, quand on est confronté à ça et qu'on s'est aperçu, qu'on décrypte derrière, qu'on détricote et qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, rien de tel pour éviter de refaire cette erreur-là. Et donc, multiplier les cas d'école, les temps, encore une fois, de réflexion, les partages, je crois beaucoup à ça. Et il y a un peu un aspect, je vais appeler ça de compagnonnage dans des écoles et dans ce qui peut être fait à l'école, c'est-à-dire de rencontrer 1, 2, 3, 10, 50 confrères qui ont été confrontés, eux, à un moment à la même chose, et d'avoir vraiment cette compréhension-là à blanc. J'ai parlé de cahier de brouillon, de pouvoir s'exercer et de vivre ça. Je pense que quand on sort du coup d'une école, on a accéléré une connaissance en fait. C'est un accélérateur de maturité et on a déjà compris forcément et parce qu'on a été confronté à pas mal de cas de figure. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi assez important. Vous savez, on peut dire à un étudiant, il faut recouper ces informations, il faut avoir 2 ou 3 sources. Bon, ce n'est pas très compliqué à comprendre, j'ai une source d'information, j'essaye d'en trouver une autre pour croiser. Bon, je vois bien intellectuellement, je comprends ce que ça veut dire. Quand vous avez en face de vous un journaliste qui vous explique pourquoi en ayant 2 sources différentes, il était sûr d'avoir raison, et bien malheureusement non, il a diffusé une mauvaise information et voilà pourquoi, et qui prend un cas précis et qui le décrypte, là vous vous dites, ah oui, non seulement j'ai compris que c'était important de le faire, mais je vois pourquoi et je me projette dans des cas de figure où je vais devoir aller chercher à un moment une autre confirmation, une autre validation de cette information. Donc je crois que c'est ça qui est aussi assez important et ça c'est quelque chose. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire sur le tas, mais c'est quand même plus compliqué parce que quand on est en exercice, on est au feu, hein, on est en train de le faire. À l'école, on a cette capacité de le faire avec un peu de recul, avec du temps d'analyse derrière, et si on s'est trompé, il n'y a pas de conséquences.
et du coup, on grandit chaque jour, on mûrit encore un petit peu plus chaque jour. C'est très intéressant le fait que vous évoquiez l'exemple de cet étudiant qui a fait une erreur et qu'il est encore à l'école. On peut lui apprendre les bonnes manières, les bonnes pratiques, comment ça se fait, puisque si ça avait été dans un média, ça aurait été catastrophique, les critiques allaient pleuvoir. Et ça rejoint des questions que je voudrais vous poser. De nos jours, les médias sont régulièrement accusés pour les manquements de la profession, et cette critique, bien souvent, va avec la crise de confiance du public à l'égard des journalistes. Mais finalement, est-ce que ces critiques arrivent-elles parce que certains journalistes ne se sont pas fait former? Je ne sais pas si c'est parce que certains journalistes ne se sont pas fait former ou alors parce qu'ils ont un petit peu oublié ce qu'ils ont appris sur les bancs des écoles, ou alors ils sont embarqués ils sont dans un média et embarqués dans un système qui fait qu'on ne prend plus le temps, par exemple, de faire les choses de la meilleure des manières. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Je crois vraiment que quand on est passé par une formation structurée, reconnue, on a moins de probabilité de se faire avoir, moins de probabilité de se tromper. Je l'ai déjà évoqué, du recoupement d'informations, sur de la contextualisation. Dans des écoles, on va travailler aussi assez longuement pour comprendre la différenciation entre la communication et le journalisme, pour déjouer des pièges. Donc si on sort d'une école, on a l'avantage ensuite, quand on est confronté à des situations, de les avoir déjà évoquées avant. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez important. Après, je rebondis sur votre question sur la crise de confiance, sur la défiance qu'il peut y avoir envers les journalistes. Là aussi, elle est protéiforme. Je crois que de toute façon et par principe, certains publics pensent et continueront à penser, quelle que soit la formation de journaliste, que le journalisme est un menteur, qu'il est à la solde du pouvoir et qu'on ne le croira pas. Faut être, voilà, je pense que malheureusement, ça, c'est bien une réalité. Ce n'est pas tellement la formation, à mon avis, du journaliste là, qui doit changer. Moi, je crois que les médias, donc les journalistes, mais plus globalement les médias, ont un devoir, un besoin d'ouverture vers les publics qui est très important. Moi, ce que j'appelle ouverture, c'est d'ouvrir les salles de rédaction, c'est de tirer le rideau et de permettre aux gens de venir voir derrière. Certes, il peut y avoir parfois quelques moments dans la vie d'une rédaction qui sont des moments plus secrets, plus intimes, où tout n'est pas dissible, mais montrer au public la manière dont on fabrique l'information, montrer pourquoi on fait ces choix-là, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, et il faut le faire. Et je pense que c'est un moyen aussi vraiment de regagner un petit peu de confiance. Je vais prendre l'exemple des Gilets jaunes en France, qui sont des manifestations régulières qui ont eu lieu, et qui sont vraiment une forme d'opposition aux autorités, au pluriel, à toutes les autorités, et avec une très forte défiance contre les journalistes. Et moi, je suis allé des fois ça se passait beaucoup sur les ronds-points en France, et discuter avec des Gilets jaunes, ce n'était pas très facile, pas très simple, et je me souviens avoir dit à plusieurs, mais venez voir, vous êtes en train de dire qu'on est à la solde de tel ou un tel, mais c'est pas vrai, venez voir comment on fait les choix. Ah, mais on sait, les choix, vous les faites parce que politiquement, vous pensez tous ça, parce que vous refusez de traiter tel type de sujet. Ben non, on l'a traité la semaine dernière, monsieur. Et j'ai réussi à en décider d'eux à venir à l'école et à passer un petit peu de temps pour voir, justement, au moment où les étudiants se regroupaient et faisaient une conférence de rédaction pour choisir un sujet, choisir l'angle d'un sujet. Et là, ils étaient totalement stupéfaits parce qu'eux ne pensaient pas du tout que ça pouvait se passer comme ça. C'est d'eux qui sont ressortis en se disant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que l'on pensait. Et c'est juste une toute petite chose, mais si chacun à son poste, chacun dans sa position réussit à regagner un tout petit peu de confiance comme ça, ben je pense que je pense que c'est ça de gagner dans la confiance qu'on peut essayer de regagner chez des publics. Pardon.
Ce que vous dites rejoint ce qu'a dit hier un de nos panélistes lorsque nous avions organisé un webinaire sur le modèle d'adhésion qui est l'une des solutions qui sauve le journalisme. Il disait ceci, il conseillait aux médias d'avoir une bonne compréhension de leur audience, d'aller rencontrer les lecteurs, même si on ne peut pas le faire de façon physique, d'organiser des réunions virtuelles et d'essayer de discuter avec les lecteurs. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que la formation est un facteur déterminant dans la réussite d'une bonne carrière dans ce métier? La formation est un facteur important, notamment, je pense, en début de carrière. Euh, Après, très sincèrement, quand on a 10, 20, 30, quand on a 20, 30 ans de maison et qu'on a été confronté à plein de choses, oui, le socle de formation, même longtemps après la sortie de l'école, il y a des choses que l'on que l'on retient et qu'on a toujours en tête. Je crois que les promotions de l'école ont pour beaucoup eu des enseignants qui les ont marqués, des journalistes qui les ont marqués. À Lille, il y a longtemps eu à l'école un enseignant qui voulait à tout prix vraiment faire comprendre la notion de doute que l'on doit avoir quand quelqu'un dit quelque chose. Quelqu'un te dit quelque chose, méfie-toi, c'est peut-être pas vrai. Va recouper, va rechercher. C'était vraiment un leitmotiv chez lui et il avait cette phrase qui est à prendre au second degré, évidemment, mais qui a marqué beaucoup de monde. Et parfois, je réponds à votre question, 10 ou 20 ans après, on se souvenait de ça. Ta maman te dit je t'aime, va vérifier l'information. Et c'était sa grande phrase, même la chose la plus évidente, la chose la plus simple, la chose dont tu ne peux pas douter, il faut quand même douter, il faut quand même aller vérifier. Et quand des collègues ont ce genre de propos-là, quand ils sont en position d'enseignant face à des jeunes, et l'expliquent, encore une fois, et l'expliquent bien, je pense que des années après, on peut... Oui, mais ça, je pars du principe que je dois le vérifier quand même. Voilà, ça joue donc oui un peu. Après, bien évidemment, l'expérience professionnelle était également extrêmement importante et amène également beaucoup. Et plus le temps passe après la sortie de l'école, plus c'est la vie professionnelle qui fait l'effet. Conseillez-vous à ceux qui ont peut-être 2 ou 3 ans de carrière dans ce métier-là de retourner dans les écoles de journalisme? S'ils en sortent, non. Y retourner quand on a 2 ou 3 ans de carrière, c'est encore chaud, c'est encore très récent. En revanche, si on n'en a pas eu la possibilité, qu'on a appris sur le tas et qu'on a l'impression de manquer un peu de réflexes, de base, je me retrouve tous les jours confronté à des situations, je ne sais pas exactement comment les prendre. Oui, c'est pas forcément inutile, c'est pas forcément idiot. Alors, est-ce que c'est venir dans une école de journalisme après 2, 3 ans de carrière? Est-ce que c'est faire de la formation continue quand on est à l'intérieur d'un média? Là, ça peut dépendre de pas mal de données, hein, mais je crois que c'est un média où il est intéressant, c'est un métier, excusez-moi, où il est intéressant de temps en temps de faire des pauses. Et elles peuvent être courtes, hein, ces pauses, mais de s'arrêter un peu et de se dire, voilà, comment je fais là, comment est-ce que je suis en train d'exercer ce métier, comment j'ai appris à le faire, comment je pourrais améliorer ce que je suis en train de faire, réfléchir vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, réfléchir aux critiques qui sont adressées. Elles ne sont pas toutes idiotes, hein, ces critiques. Hein. Il y a des critiques que l'on doit entendre, qui ont du sens. Il y a des fois, il faut accepter, ce n'est pas toujours simple, mais il faut accepter de prendre en pleine face des critiques qui peuvent parfois être vraiment pertinentes et qui doivent en tout cas nous interroger. Il ne faut pas les rejeter spontanément. Donc, marquer des temps de réflexion comme ça peut être des temps de formation continue, ça peut être des temps à l'école, et je crois vraiment que ça fait du bien, et ça peut permettre aussi de se mettre au goût du jour, mais surtout de ne pas avoir l'impression d'être dépassé par la profession. Quel est le rôle des écoles de journalisme? Le rôle, c'est de donner ce socle, le rôle, c'est de donner cette base, c'est de dire aussi à des médias, vous pouvez venir recruter chez nous des étudiants parce que quand ils sortent de l'école, ils ont acquis ça, ils ont acquis cette capacité
quand ils sont confrontés à quelque chose d'un peu compliqué, ils ont appris la méthodologie pour éviter de tomber dans les pièges. Ils ont appris une déontologie, ils ont appris une éthique, ils ont appris un mode de fonctionnement, et ça, ils l'ont déjà. Plus tout le volet technique dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont les compétences techniques pour pouvoir manier tel logiciel, telle caméra, tel matériel. Donc, je crois que c'est en ça que c'est assez important et que ça garantit à des employeurs d'avoir des journalistes qui ont déjà réfléchi à la profession. Ça garantit aux étudiants d'être, quand ils sont diplômés, d'être reconnus comme des jeunes qui ont eu cet enseignement-là. Nous avons souligné l'importance de la formation. Maintenant, nous entrons dans une autre phase. La plupart des écoles de journalisme reconnues par la profession recrutent sur concours. Comment se préparer pour réussir ces concours, M. Sitia? Alors, les concours ont quand même quelques grandes lignes. On ne cherche pas, par le biais des concours, à déjà recruter des gens qui savent être journalistes. C'est beaucoup plus à essayer de trouver et de déterminer un socle, un terreau fertile sur lequel on va pouvoir poser des enseignements différents qui vont permettre d'avancer. Donc, c'est d'essayer de trouver des qualités, alors, qui sont des qualités moi, ce que je vais appeler de curiosité, des qualités générales d'envie d'envie de curiosité, d'envie de compréhension. Je prends souvent l'exemple de la pelote de laine, et vous imaginez, vous tirez un fil, et puis quand vous tirez un peu, il y en a un autre. Et voilà, d'avoir cette aptitude à rentrer dans un sujet, y compris si on ne le connaît pas trop, mais de se poser les bonnes questions, de poser les bonnes questions et d'avoir la curiosité de comprendre. Moi, je ne cherche pas forcément des étudiants à l'entrée au concours qui sont totalement au point, par exemple, sur tous les sujets d'actualité. Je crois avoir vu là dans le forum qu'il y avait des questions sur les épreuves d'actu au concours. Là. Mais je pense que ce qui est important, c'est moins la connaissance totale et absolue de toute l'actualité. C'est impossible, elle n'existe pas chez un candidat, mais c'est beaucoup plus sa capacité, quand il ne connaît pas quelque chose, à aller questionner, à aller dans les bonnes directions, à réfléchir justement à l'importance d'un sujet et à gratter, si vous me permettez l'expression, pour essayer d'avancer sur ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, une compréhension minimale de l'actualité, parce que ça nous semble important, parce que ça évitera, quand on est ensuite en position de journaliste, de se faire avoir par des interlocuteurs qui vont vous dire n'importe quoi, et si vous n'êtes pas en connaissance de l'actualité, vous n'allez pas pouvoir les contredire. Une connaissance de l'anglais, souvent, qui est importante parce que de nombreuses sources d'informations sont en anglais, y compris pour du journalisme francophone. Donc, une capacité à travailler avec un bon niveau de langue française, avec un bon niveau de langue anglaise. Ce que j'appelle une capacité narrative, une capacité à raconter quelque chose, peu importe le support. Ça se travaillera à l'école, à l'écrit, à l'oral, en photo, en image, en son. Mais je suis capable de raconter quelque chose. Je pars d'une idée, je vais vers une autre, et voilà le chemin que j'ai. Cette capacité narrative à intéresser un auditeur, un lecteur, un téléspectateur, ça c'est quelque chose qui également est important et que l'on va essayer de sonder, de sentir chez un candidat. Voilà, grosso modo, et enfin, voilà, rapidement décrit les thèmes qui nous semblent importants sur un concours d'entrée. Et là, du coup, je vais peut-être en profiter. Je jette un coup d'œil en même temps que je vous parle sur les questions, des conseils pour les candidats qui retentent les concours d'école de journalisme. Alors, je ne sais pas si la question est plus sur le fait de repasser, mais conseils sur ceux qui tentent ou qui retentent, c'est d'essayer de rassurer un jury sur les thèmes que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, oui, c'est d'avoir une compréhension de l'actualité, pas dans le micro-détail de tout. Ce n'est pas ça qu'on attend. Franchement, ce n'est pas ça qu'on attend, mais d'une compréhension plus large et
quelqu'un qui est confronté à un sujet qu'il ne maîtrise pas, connaît pas suffisamment, pas bien, à quoi il pense, où est-ce qu'il va chercher de l'information, comment il va s'informer, comment il va essayer justement de combler, par exemple, une lacune informative. C'est ça qui est pour nous important, donc c'est de se préparer à ça et puis de développer sa capacité narrative, comme je l'évoquais, ou sa connaissance, sa maîtrise de la langue française, de l'anglais, et les points de curiosité que j'évoquais. Après, dans la question, il était écrit que si on retente, si vous avez été à un oral et si derrière, donc si vous n'avez pas été admis et que vous retentez l'année d'après, assez souvent, je pense qu'un jury vous dira « Qu'est-ce que vous venez de faire depuis un an ? On s'est vu il y a un an, on se revoit un an après. Quelles leçons vous avez tirées de ce qui était un échec l'an dernier pour que ça devienne une réussite cette année ?» Là, il faut avoir un peu de répondant, si vous me permettez de le dire comme ça, pour que l'on comprenne ce que vous avez fait pendant un an et qu'on ne se dise pas voilà, il s'est dit l'année dernière, c'est un échec, je reviendrai dans un an, mais je n'en tire aucune leçon et j'avance pas. Et ça, c'est quelque chose qui est, voilà, qu'il faut peut-être effectivement avoir en tête. Et puis, je sais pas, vous voulez qu'aussi je continue sur les questions ou... Oui, on peut aller sur les questions. Et... Ouais. Voilà, comme ça sera. Puis on est un peu sur le même thème. Est-ce que le concours du master sera similaire avec des épreuves en ligne à distance? Non. La réponse est non. On va avoir une étude de dossier et on aura ensuite des oraux. Il n'y aura pas, comme effectivement on l'a eu l'an dernier, une épreuve en ligne et qui se voulait être une épreuve de compréhension et de connaissance de l'actualité, qui n'a pas donné une totale satisfaction. Donc, on va être sur d'abord une étude de dossier qui amènera des candidats à l'oral, à un premier oral et probablement à un deuxième derrière. Tout sera en ligne, à mon avis, dans 3 semaines, 15 jours, 3 semaines sur le site de l'école. Mais ce schéma, c'est-à-dire une étude de dossier, puis derrière des épreuves orales, celui-là ne changera pas. Je peux vous dire que ça sera ça cette année, mais donc sans les épreuves en ligne à distance. Ça, c'était une réponse à la 3e question que j'ai sous les yeux. Comment va se passer le concours pour la prochaine rentrée? Je viens de vous le dire, en fait. Je n'avais pas vu la question, mais celle-là, j'y ai répondu. Premières infos sur les modalités du concours prévu en 2022, je viens également d'y répondre. Est-ce que les candidats internationaux passent la même épreuve que les candidats français? Oui et non. Oui, c'est le même cheminement, c'est-à-dire un dossier, c'est-à-dire ensuite épreuve orale. En revanche, on n'a pas la même… D'abord, c'est 2 concours qui sont différents, qui se distinguent. 50 places sont ouvertes pour le concours dit généraliste et 10 places sont ouvertes pour le concours pour les étudiants internationaux. D'abord, le mode de recrutement est le même, la méthodologie est la même. En revanche, on sépare et puis bien évidemment le niveau… J'ai parlé tout à l'heure de maîtrise de la langue française et de niveau… Alors, pour certains, évidemment, pour certains internationaux qui sont, pour qui le français est la langue native, évidemment, la problématique n'est pas celle-là, mais on recrute parmi nos étudiants internationaux des Asiatiques, des hispanophones, enfin, pour qui le niveau de langue française requis, attendu, ne peut évidemment pas être le même. Voilà, donc on a bien sûr cette barrière qui n'est pas la même. Et puis, quand on parle de connaissance et de compréhension de l'actualité, un étudiant international pour qui on va tester de l'actualité, de la compréhension, de la connaissance d'actu, on ne va pas le faire sur des sujets franco-français. Ça n'aurait strictement aucun sens. Donc, on est plus sur de l'actualité internationale ou sur de l'actualité transversale beaucoup plus large. Donc, voilà, les différences sont là. Mais en revanche, la trame de recrutement, dossier, oral, ça sera exactement la même chose et à peu près le même calendrier également. Et encore une fois, tout ça sera en ligne sur le site de l'école assez rapidement. Pour l'instant, on a tranché sur, mais c'est vraiment très récent, on a tranché sur la manière dont on allait le faire et on arrive avec les dates et les détails assez rapidement maintenant. J'aime bien la première question qui a été posée à laquelle je n'ai pas encore répondu et comme ça, je crois que j'aurais fait presque le tour. Non, pas complètement. Je vais répondre à Morgane d'abord. Est-ce que les oraux seront en présentiel? Non, les oraux seront à distance.
les oraux pardon, se feront à distance. Là aussi, on a eu une petite phase d'hésitation. Le fait de pouvoir effectivement, enfin, probablement, je croise les doigts et j'espère qu'on pourra on pourrait faire du présentiel au printemps prochain. Pour autant, on restera sur des oraux à distance parce qu'on estime que l'expérience des 2 dernières années nous a amené à penser que ça pouvait se faire à distance. Et puis, on pense aussi au portefeuille des candidats et faire se déplacer des candidats pour 1 heure d'oral à Lille quand on habite à Marseille, à Strasbourg ou à Nice. Voilà, ça prend du temps, c'est cher, c'est du déplacement. Voilà, et je pense qu'on va, enfin, c'est pas, je pense, je suis certain qu'on va rester sur des oraux en distanciel cette année et non en présentiel. Et donc, je voulais revenir sur la toute première question. Est-ce que l'absence de stage est préjudiciable pour les concours d'entrée aux écoles de journalisme? Alors, d'abord, là, je vais faire 2 choses. Je veux bien vous répondre pour l'ESJ Lille, parce que la réponse n'est pas la même pour toutes les écoles. Donc là, je parle bien en tant qu'ESJ. Honnêtement, plusieurs autres partagent complètement ce que je vais vous dire, mais attention, je ne parle pas au nom des 14 écoles reconnues en France, et je sais que certaines se différencient un petit peu. L'absence de stage n'est pas un problème n'est pas un problème pour moi en tant que jury, n'est pas un problème à l'école. Pourquoi est-ce que savoir, et donc pourquoi vous pourriez me dire, pourquoi vous posez la question dans le dossier? On pose la question parce que c'est un éclairage, c'est une possibilité pour vérifier que vous êtes intéressé au métier, que vous savez quelles sont les grandes problématiques qui secouent la profession. Être allé en stage 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà, quelqu'un qui 3 années consécutives est allé en stage 3 fois, et je rajoute, et qui est capable d'en parler, d'expliquer ce qu'il en a retenu, d'expliquer en quoi ça lui a été profitable, c'est a priori un élément, je ne vais pas dire la preuve, mais j'ai presque envie de le dire, c'est un élément qui nous montre et qui nous prouve que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la profession, qui comprend la profession. C'est pas rien, c'est pas rien. Mais on peut parfaitement s'intéresser à la profession, comprendre les grandes problématiques qui secouent la profession et ne pas être allé en stage. Et on peut aussi arriver au concours d'entrée, j'ai fait 4 stages, mais on va gratter un peu pour essayer de savoir ce que le candidat, a fait pendant ses stages ou ce qu'il en a retiré comme réflexion sur le métier, et il n'y a rien. Et là, c'est presque préjudiciable d'avoir fait des stages, parce que vous me dites que vous avez fait des stages, mais vous ne pouvez quasiment pas m'en parler, vous ne pouvez pas m'expliquer en quoi ça a été important, intéressant. Donc, le nombre de stages, la présence ou l'absence de stages n'est pas déterminant. C'est un élément qui peut permettre de rassurer un jury sur le fait qu'il y a une bonne compréhension du monde des médias, mais ce n'est qu'un élément. Des lectures, des rencontres avec des journalistes, une réflexion sur la profession peut aussi complètement rassurer un jury sur le fait que là, on a un candidat qui comprend bien ce qu'est le métier, ce que sont les médias et les grandes questions qui aujourd'hui sont débattues dans la profession. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ces questions. Bon, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quelles sont les erreurs que commettent souvent les candidats lors de ces concours. Quelles sont les erreurs qu'ils commettent? D'essayer, la première, pour moi, c'est d'essayer de s'inventer un personnage. C'est-à-dire arriver face à un jury en se disant, bon, alors, en face de moi, j'ai un jury, c'est des journalistes, ils ont tous passé un certain âge, ils ont travaillé dans la profession, donc ils doivent attendre ça et ça et ça. Il faut que je leur dise ça. Et on a parfois en face de nous des candidats, permettez-moi de le dire avec beaucoup de gentillesse, il n'y a vraiment pas de… mais qui cochent un peu les cases de tout ce que nous sommes supposés avoir envie d'entendre. Mais sauf que ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, et quand on a en face de nous des gens qui se mettent dans un rôle et qui essayent de jouer une partition, et il ne faut pas 20 secondes pour qu'on s'en aperçoive. Et donc, très vite, on comprend qu'on n'a pas en face de nous vraiment le candidat, mais qu'on a quelqu'un qui nous raconte ce qu'on est supposé avoir envie d'entendre. Faites pas cette erreur. Faites pas cette erreur. Pardon? Ou de l'honnêteté. Oui, mais souvent c'est pas de la malhonnêteté, mais
on a l'impression qu'il va falloir dire ça et dire ça. Mais moi, on n'a pas de présupposé. Moi, je n'ai pas d'attendu. Je n'ai pas une grille avec il faut qu'il ait dit ça, qu'il ait dit ça, qu'il ait dit ça, et je mets un point quand c'est absolument pas ça. On a envie de comprendre qui on a en face de nous. On a envie de comprendre pourquoi vous voulez nous rejoindre. On a envie de comprendre quelles sont vos motivations. Et elles peuvent être très variées, elles peuvent être différentes. Voilà, donc vraiment, je sais que ça peut paraître un peu bateau de dire ça, j'en suis désolé. Soyez vous-même, soyez ce que vous êtes avec votre personnalité, avec votre vécu, avec votre passé, et soyez convaincants sur ce que vous avez envie de faire et pourquoi ça va être utile de passer par l'école pour ça. C'est ça qui va être extrêmement important. Si vous vous mettez dans un, oui, j'ai dit dans un rôle ou dans une espèce de posture, ça se voit. Ça se voit. Dans ces cas-là, en plus, on n'est pas soi-même, on n'est pas bon. Voilà, donc je crois vraiment que la première erreur, pour répondre à votre question, c'est en fait de ne pas être naturel, de ne pas être soi-même et d'essayer de renvoyer une image que supposément on a envie de voir à l'entrée de l'école. Je crois que c'est ça la première chose. Les concours des écoles de journalisme sont souvent très sélectifs. Vous partagez cet avis? Oui, on a 1000 candidats pour 50 places, donc c'est peu dire que c'est très sélectif. Oui, évidemment, oui, tout à fait. Le fait qu'il y ait en France 14 écoles reconnues et qu'il y ait beaucoup de candidats, ben voilà, c'est vrai qu'il y a peu de place et peu d'élus pour beaucoup de candidats. Moi, ceci étant, je dis aussi vraiment, pour autant, c'est faisable. Pour autant, c'est faisable. Pourquoi ? Parce que c'est très ouvert, parce que il y a aussi beaucoup de candidats qui tentent, permettez-moi de le dire comme ça, pour venir voir la première année. Nous, on a à peu près la moitié de nos candidats qui rentrent après un premier passage et la moitié des candidats qui rentrent après avoir déjà échoué une fois à l'école, à l'entrée du concours. Donc, il y a aussi beaucoup de candidats. Moi, j'ai corrigé des dossiers quand il y avait des épreuves écrites. Voilà, il y a à l'évidence un nombre non négligeable aussi de candidats qui viennent en se disant oui, je viens voir cette année, je n'ai pas préparé et je me préparerai bien pour l'année prochaine. Donc, il n'y a pas 1000 candidats qui sont tous au taquet et qui ont parfaitement préparé et qui sont vos concurrents. Non, non, ce n'est pas vrai. Et puis, voilà, même si c'est sélectif, il faut se retrousser les manches, il faut se préparer encore plus et il faut y aller. Mais sorti d'une école, on le sait, la presse actuellement elle est minée et il y a une grosse précarité en fait qui domine dans le secteur. Oui, je suis désolé, ça a coupé, je n'ai pas entendu le début de votre question. Vous m'interrogez sur la précarité. C'est sortir en fait d'une école de journalisme, quels sont les avantages en fait sur le terrain de l'emploi, sur le marché de l'employabilité? Oui, pardon. Oui, c'est important. Moi, je pense aussi que là, c'est quelque chose qui compte et qui est important à l'école. Et le fait d'être très sélectif, mais le fait, nous, d'être l'une des 14 écoles et d'avoir des moyens pour suivre individuellement les étudiants, ça permet d'assurer une insertion à tous les étudiants. Enfin, 100% des étudiants qui sortent de l'école ont un contrat rémunéré trouvé par l'école à la sortie de l'école. Attention, un contrat précaire, hein, vous parliez de précarité, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a 50 CDI à la sortie de l'école, c'est pas ça. Mais en revanche, oui, tous les étudiants moi j'aime bien l'expression, ont le pied à l'étrier, ont une insertion l'été dans un média. L'année dernière, alors sur les 60 étudiants qui sont sortis, il y en a 4 qui ont signé un CDI, et pour une cinquantaine d'autres, c'était des CDD, donc des contrats minimum de 2 mois et ça montait jusqu'à 6 mois. Et pour quelques-uns, c'était des volants de pige, des collaborations avec des médias dans des volants de pige. Mais tous sont insérés, encore une fois, je ne dis pas qu'il y a immédiatement 60 CDI à la sortie de l'école, mais oui, il y a vraiment une insertion qui permet à tout le monde d'avoir un pied dans la profession à la sortie de l'école. Ça aussi, mais ça revient aux questions que vous me posiez tout à l'heure aussi au tout début. C'est
sur l'intérêt et la pertinence d'une école pour un étudiant, c'est que ça lui permet aussi d'avoir une insertion qui est fortement développée. Ça joue aussi parce que certains recruteurs en France notamment ne recrutent que dans les écoles reconnues ou bien ouvrent des concours de recrutement qui ne sont disponibles que pour les écoles reconnues. Est-ce que cela veut dire aussi ou que cela sous-entend que ceux et celles qui sont passés par des écoles de journalisme gagnent mieux que leurs homologues? Le salaire moyen est plus élevé. Le salaire moyen à la sortie, enfin à l'entrée dans la profession est plus élevé quand on sort d'une école reconnue, oui. Nous avons une autre question d'un participant. Est-ce que vous privilégiez plutôt un dossier avec une longue expérience dans un média en ligne ou une expérience plus courte en presse quotidienne régionale? Je vais répondre à cette question. Je ne peux pas répondre l'un ou l'autre parce que ce n'est pas ça le critère. Si quelqu'un a une longue expérience dans un média en ligne, très bien, moi ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce qu'on appelle longue expérience, qu'est-ce qu'il en retire? Qu'est-ce qu'il est capable d'en dire? Quel questionnement est-ce que cela lui a apporté, lui apporte sur la profession? Une expérience courte en presse quotidienne régionale peut être aussi riche qu'une expérience longue dans un média en ligne. Mais on pourrait remplacer dans cette phrase télé, radio, agence de presse, presse quotidienne régionale, média en ligne. Moi, ce n'est pas le fait d'avoir une expérience dans un registre ou dans un autre, très courte ou très longue, qui va être le plus important. Pour moi, ce qui va le plus compter, c'est ce qu'un candidat va pouvoir en retirer, va pouvoir en dire, va pouvoir exploiter, va pouvoir utiliser pour nous montrer en quoi pour lui c'est quelque chose qui est important et en quoi est-ce que ça va l'aider à être un bon candidat et ensuite un bon étudiant. Vous savez, tiens, je prolonge pardon, là-dessus. Tous les ans à l'école, tous les ans à Lille, on recrute, alors tous les ans au minimum 1, des fois 2 ou 3, donc ce n'est pas beaucoup, mais tous les ans, on recrute des candidats qui sont des gens en reconversion, des gens qui n'ont pas du tout d'expérience, mais qui ont plutôt une expérience professionnelle dans un autre média, dans un autre métier, pardon, pas média, dans un autre métier. Et ça ne nous pose aucun problème. Et je repense à une dessinatrice industrielle, à une jeune fille qui faisait du dessin industriel dans la vente par correspondance. Rien à voir a priori avec le journalisme, qui n'avait pas de stage, je repense aux questions d'avant, mais qui simplement nous a totalement convaincus, qui a eu envie à un moment d'une reconversion, qui a voulu complètement changer. Et c'est quelqu'un, on s'est dit, oui, il y a le socle nécessaire que j'évoquais tout à l'heure pour pouvoir, après 2 ans d'enseignement, rentrer dans la profession. Il y a une compréhension de l'actualité, une bonne connaissance de l'anglais, une belle maîtrise de la langue française, etc., etc., etc. Et on s'est dit, allez, allons-y. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné et bien marché. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas être plus ou moins bien ressenti par un jury que vous ayez fait de la radio plus que de la télé, de la PQR plus que de la presse en ligne. C'est pas quelque chose que l'on va observer, regarder. Une autre question qui n'a pas grand-chose à voir avec les concours, mais qui a rapport avec une phrase que vous aviez dite. C'est quoi la démarche à entreprendre quand toutes les sources sont closes face à un scoop? C'est la question d'un participant depuis la République démocratique du Congo. Quand toutes les portes sont closes face à un scoop. J'imagine que toutes les portes, c'est toutes les portes des médias. Je le prends probablement comme ça. Première option, c'est peut-être d'essayer de convaincre les portes de s'ouvrir, d'essayer de s'y prendre. Et je ne donne pas de leçons et j'imagine que ça a peut-être déjà dû être fait, j'en suis conscient. Hein, mais voilà, ma première réflexion est de se dire, voilà, essayer de pousser les portes. Si elles sont fermées, il faut les ouvrir. Deuxième réflexion, et si ces portes restent closes,
il y a la possibilité de le diffuser soi-même sur Internet par un autre relais. Peut-être de s'appuyer. Alors, je ne connais pas assez. Hein, vous me dites que ça vient depuis la RDC, donc je ne connais pas assez le paysage. Je le connais un petit peu quand même, mais on a des étudiants qui viennent de RDC. Mais ça peut être aussi de s'appuyer sur d'autres journalistes. Ça peut être de travailler à plusieurs pour essayer de faire en sorte que le sujet que l'on veut évoquer, si moi je ne peux pas le faire sortir pour telle ou telle raison et parce que, je reprends la phrase, ces portes-là, toutes les sources sont closes, voilà, j'essaye de passer par un autre habit. Ce n'est pas les portes des médias, c'est plus les sources, pardon. C'est d'essayer, ouais, je crois vraiment, enfin ça revient, d'abord d'essayer de décider ces sources-là, de leur garantir d'être anonyme, le cas échéant, de leur garantir sécurité. Et puis sinon, c'est d'essayer l'union fait souvent la force, et à plusieurs, par différents biais, de réussir à passer. Je sais voilà, ça peut paraître des propos un peu généraux, peut-être à celui ou celle qui écrit cela, mais voilà, mais ça me semble être les deux pistes, les deux lignes. Voilà. Est-ce que pour vous, il est important aussi pour les journalistes de se spécialiser? Là-dessus, je pense qu'il y a deux choses. Il est important, je crois, d'être capable de traiter tous les sujets. Je pense qu'il est important donc d'être polyvalent, d'être généraliste. Et la démarche, le fonctionnement et la démarche du journaliste, elle s'adapte à peu près tous les sujets, que ce soit un sujet scientifique, juridique, sportif, il y a une manière de faire, il y a un besoin d'aller à la chasse aux informations, puis au recoupement des informations, à leur contextualisation. Ça, c'est pas, voilà, ça passe partout, si vous me permettez de le dire comme ça. Et je pense que c'est important. Après, une fois que j'ai dit ça, par rapport aux employeurs et par rapport aux capacités de trouver un employeur, être polyvalent et généraliste est important. Être spécialisé, ou plus exactement, je ne vais pas dire spécialisé, avoir une expertise, un début d'expertise, une compétence plus particulière, plus fine dans un registre, ça oui, c'est important. Et si vous êtes polyvalent et capable de faire tout ce que les autres font, c'est bien, mais donc quelqu'un d'autre que vous est aussi capable de le faire. Si vous êtes capable de traiter tous les sujets, mais que sur cette spécialité, sur ce type de sujet, dans cette sphère-là, vous êtes identifié comme celui ou celle qui va un peu plus loin que les autres, ça c'est important. Donc je pense que avoir une compétence supplémentaire, différente d'autres, est quelque chose d'important, complémentaire avec la polyvalence que j'évoquais. La création d'un média a-t-elle la même reconnaissance face au jury qu'un stage dans une rédaction ou dans un média? Est-ce comparable dans un CV? C'est une question qui vient de Bastien Lelot. Oui, 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 oui. Pour moi, ça peut même être plus important parce que j'ai réfléchi à la création de tel média. Voilà ce que j'ai voulu faire. Souvent, ça se fait à plusieurs. Voilà ce qu'on a voulu faire. Comment on a aussi réfléchi à une possibilité budgétaire et comment on a avancé pour une viabilité économique, un modèle économique qui fonctionne. Créer un média, c'est large. Hein. C'est pas juste je crée un blog et je mets 3 mots sur un blog. Dans mon esprit, c'est avoir aussi une organisation, avoir réfléchi à qui je m'adresse, donc quel public cible, comment je m'y prends. Avoir créé un média et savoir que ce média fonctionne et a un public, oui, c'est intéressant. Et par rapport aux qualités que j'évoquais tout à l'heure, ça coche quand même pas mal de cases. Donc oui, c'est une belle expérience, que ça ait fonctionné ou pas, parce qu'après, il y a des choses qui peuvent malheureusement ne pas fonctionner, alors qu'elles ont été très bien menées dans leur conception. Si en plus ça fonctionne et ça marche, c'est génial. Même si, le cas échéant, ça met un peu de temps à démarrer, ce n'est pas pour autant que c'est inutile. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être très très bien perçu par un jury.
Nous avons tellement de questions. Est-ce qu'à l'oral, les nouveaux médias sont pris au sérieux? Le participant qui pose la question cite par exemple YouTube, Twitch. Pris au sérieux, enfin, c'est pas tellement c'est pas le nom du média qui va être pris ou pas pris au sérieux. Un nouveau média peut parfaitement être pris au sérieux si la démarche qu'il y a à l'intérieur, la chaîne YouTube que vous allez créer, moi ça me pose pas de problème, mais c'est pas la qualité c'est pas la qualité de YouTube dont j'ai envie de parler qui m'intéresse. C'est la qualité de ce qu'il y a dans la chaîne que vous allez faire. Moi, c'est le contenu le contenant, pardon, qui va m'intéresser, le cœur de ce qu'il va y avoir. C'est ça qui va avoir de l'importance. Donc, des nouveaux médias, si à l'intérieur de ces nouveaux médias, il y a une démarche journalistique qui est cohérente, qui est bien faite, c'est parfaitement intéressant, oui. Une question posée dans les commentaires sous la vidéo en direct sur Facebook. Je la lis assez rapidement. Tenir un blog et animer un podcast peut-il être un moyen de se former respectivement à la rédaction d'articles et l'animation en radio? Ça peut être un moyen de se former, mais ce n'est pas forcément suffisant. Ce n'est pas parce que vous faites un podcast, enfin, faire un podcast, ça peut vouloir dire plein de choses et ça peut aider effectivement et ça peut aider à une formation, mais ça peut aussi être, c'est pas forcément générateur d'une expérience positive. Ça peut l'être, ça dépend de ce que c'est. Moi, dans l'absolu, je suis incapable de dire si est-ce que ce candidat-là, parce que je vois qu'il a créé 3 podcasts, est-ce que c'est bien, pas bien? Mais il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce qu'il y a comme démarche, il faut savoir comment c'est fait, il faut savoir quelle réflexion il y a derrière et pourquoi ça a été mis en place, et dans l'idéal, l'écouter. Voilà, et là, on peut derrière donner des éléments de réponse, mais c'est difficile comme ça, de manière globale et générale, de donner un avis ou une réponse à ça. Quelles sont les formations journalistiques adaptées? Quelles sont les formations adaptées aux journalistes? Ou quelles sont les formations qu'offre en fait l'ICLG? Les formations avant de rentrer ou les formations de l'école? Formations de l'école en fait. Pardon, d'accord. Alors, nous, on a un master, le diplôme le plus ancien et le plus important de l'école. On y entre avec l'équivalent d'un bac+3, une licence en France, et c'est 2 années de scolarité, de master 1 et de master 2, et c'est un diplôme avec la délivrance d'un diplôme qui est reconnu comme étant un master 2 de bac+5 en France. Ça, c'est oui, le diplôme historique. Quand on parlait tout à l'heure d'étudiants internationaux, le recrutement spécifique que j'évoquais, c'est sur ce master. On a aussi des formations qui sont des formations plus thématiques. On a une licence de journalisme de proximité, licence en 1 an, en recrutement à bac+2, une année de scolarité, et on va intégrer derrière l'école pour 1 année pour pouvoir ensuite rentrer dans des titres de presse de proximité. On a la même chose avec le journalisme de sport, exactement ce que je viens de dire. Ça, c'est des formations en présentiel qui se passent à Lille. On a aussi des formations qui existent à distance sur une plateforme Moodle. On a une licence de journalisme multimédia qui existe à destination de publics francophones. Elle a une trentaine d'étudiants cette année et qui sont répartis dans une dizaine de pays différents. Collègue de RDC tout à l'heure, on a des jeunes de RDC, de Mali, du Bénin, du Tchad, d'Haïti qui participent à ce parcours, à cette licence en ligne, mais c'est une licence reconnue de bac+3. On a aussi un master qui lui est un master 2, donc là il faut avoir un bac+4 pour pouvoir y prétendre, et qui est spécialisé en management des médias.
donc qui est un peu plus dirigé, un peu plus vers des cadres des médias ou des gens qui se dirigent, des journalistes qui se dirigent vers de l'encadrement, et on parlait de création de médias tout à l'heure. Donc c'est un panel de formation qui est celui-là. L'ensemble est détaillé pour ceux que ça intéresserait sur le site de l'école. Nous sommes presque à la fin de cette session très intéressante et très riche. Monsieur Savary, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? J'espère avoir été complet, que tous les candidats croient en eux, croient en leur étoile et ne se disent pas qu'ils ont moins de chance parce que là-dedans ils vont pas être bons, parce qu'il leur manque un stage, parce que c'est pas ça qui va compter. Ça va moins compter que le fait de prouver, montrer à un jury que vous en avez envie, que vous avez les capacités, les compétences pour. Et moi, j'observe, je reviens à une de vos questions tout à l'heure, vous avez souvent, les candidats ont beaucoup plus de compétences, ont beaucoup plus de choses à dire qu'ils ne le croient eux-mêmes. Et voilà, croyez en vous, soyez capable de bien expliquer pourquoi est-ce que vous souhaitez faire ce métier, pourquoi c'est important pour vous d'avoir cette formation, et voilà, et il faut y croire, et c'est un métier qui est fabuleux, même si rentrer est compliqué, même si la précarité, vous l'avez évoqué, est forte, c'est une réalité, mais bien sûr, je ne nie absolument pas ces réalités, ça reste un métier assez exceptionnel et extrêmement important aussi, je crois, dans une démocratie comme la nôtre et comme plein d'autres. Si vous permettez, j'avais une question telle que j'ai oublié de vous demander, c'est de savoir pour vous, Monsieur Savary, qu'est-ce qu'un bon journaliste? Quel, pardon? Qu'est-ce qu'un bon journaliste? Pour vous, un bon journaliste, c'est qui? C'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui doute en permanence, c'est quelqu'un qui n'a pas de certitude, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il va être confronté à un sujet, accepte de repartir d'une page blanche et accepte de tout questionner, de se questionner soi-même et de tout questionner. Je crois que l'honnêteté professionnelle, qui est souvent des choses qu'on évoque aussi, et l'impartialité n'existe pas, quelle que soit la manière dont vous rentrez dans un sujet, il est partial puisque vous rentrez d'une manière ou d'une autre. La question que vous posez, elle est précise sur un sujet, donc c'est déjà partial, c'est déjà un choix que vous faites. L'impartialité n'existe pas. L'honnêteté journalistique, elle existe. L'honnêteté dans la démarche et interroger tout et s'interroger soi-même et douter de tout, je pense que c'est un excellent réflexe journalistique. Vous me demandez c'est quoi un bon journaliste? C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui remet en cause toutes les évidences et qui pose tout ça à table sur la table pour essayer derrière de le décrypter et de l'expliquer au mieux à un public. Bonjour, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui remet en cause les évidences, même ses propres convictions aussi. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Savary, pour ces échanges qui ont été, j'avoue, formidables et très intéressants. Merci surtout pour votre disponibilité pour les ressources, les conseils que vous avez partagés avec les journalistes francophones du monde entier. Merci encore une fois à M. Pierre Savary et merci aussi aux participantes qui nous ont suivis, que ce soit de la France, de la Suisse, du Togo, de l'Haïti ou de la RDC. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une autre session où nous parlerons de pourquoi les journalistes quittent la profession. Nous avons discuté du livre du sociologue Jean-Marie Charon. Et nous rappelons aussi aux participants que nous avons lancé un court sondage qui nous permet de savoir si ce webinaire était riche, intéressant et utile pour vous dans l'exercice de votre métier. J'ai envoyé le lien dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. Je vous l'enverrai également par mail. Nous vous prions de bien vouloir prendre quelques secondes pour le remplir, pour nous faire vos remarques, vos critiques, vos suggestions, puisque l'objectif en fait du forum, c'est d'aider les journalistes, de leur apporter des ressources et nous avons besoin de savoir quels sont les besoins réels des journalistes et comment y répondre. L'ICFJ honore et célèbre les journalistes chaque année et cette année, ce sera à Washington le 9 novembre. Nous vous prions de participer à cet événement, d'y assister. Nous récompensons 2 journalistes qui ont fait quand même un travail très remarquable au cours de cette pandémie. Je vous enverrai également le mail, le lien autant pour moi. Et la dernière chose,
rejoignez notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui met en lien les journalistes francophones du monde entier et qui les met aussi en contact avec les experts de la santé pour mieux couvrir la pandémie du COVID-19. Merci encore une fois et Monsieur Sapia, encore une fois, infiniment merci et au revoir, bon après-midi, bonne fin de soirée, donc que vous êtes à la prochaine. Merci à vous.